de se saisir de cet outil. La justice devrait pouvoir imposer la réquisition au préfet pour loger les personnes prioritaires que l'État a l'obligation de loger. Monsieur le ministre, chaque expulsion a un coût financier et humain incalculable. Pour les enfants qui en sont traumatisés, avec un impact sur leur scolarité. Pour les familles dont la vie est brisée avec des répercussions sur l'emploi, la santé physique et mentale. L'État doit cesser d'être hors la loi. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour stopper cette explosion des expulsions locatives? Allez-vous respecter enfin le droit au logement opposable? Le droit au logement doit l'emporter enfin sur le droit de spéculer sur le logement. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Vincent Jeanbrun, ministre du Logement et de la Ville. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Simonet, d'abord, vous avez raison de rappeler que l'expulsion doit être toujours le dernier recours, car elle s'accompagne d'un lot de traumas que vous avez rappelé, et je partage votre constat, ce n'est jamais la bonne solution, et ça fait effectivement des victimes. Et je voudrais juste, dans un premier temps, rappeler que nous sommes, en France et particulièrement ce gouvernement, attentifs aux plus fragiles et que nous avons toujours eu soin dans notre pays de les protéger. Je pense notamment à la trêve hivernale qui est très forte en France et qui met des délais incompressibles de 8 mois. Par ailleurs, nous avons fait évoluer la loi, et notamment à travers un décret du 12 février 2026, tout récemment, qui rappelle qu'au-delà de 450 € d'impayés, l'accompagnement social devient la règle et qu'une commission de coordination des actions de prévention des expulsions se met en place pour accompagner les familles et éviter que les impayés s'accumulent jusqu'à des situations extrêmement graves. Mais je vous dis avec beaucoup de clarté qu'il faut évidemment prévenir ces situations difficiles d'impayés, mais je veux vous le dire avec la même clarté. Ce qui a été dit, pour l'instant, il y a un policier qui est parti. Je vous le dis aussi, parce qu'on a eu des rumeurs, rumeurs, 40, 90. Et là, vous démentez des choses dont on n'a pas parlé sur cette antenne. D'accord, mais oui, mais vous avez raison, vous faites une sorte de revue de presse globale. Puisqu'on est dans la revue de presse. Vous me parlez des déclarations de M. Éric Coquerel, je suis sûr que vous avez ouvert la Tribune dimanche ce matin, qui publie un sondage ELAB à 13 mois de l'élection présidentielle. Le RN, quel que soit son candidat, largement en tête, entre 31,5 et 38,5. Et face à lui, au second tour, si l'élection avait lieu dimanche prochain, ce serait Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Ça y est, on la connaît, l'affiche de la présidentielle, c'est ça? Ça vous réjouit? Le deuxième tour? Oui. Ah bah si vous faites les fois sur les sondages un an avant, oui, vous pouvez penser ça. En général, ça marche pas vraiment comme ça. Vous avez remarqué que les sondages se plantent régulièrement depuis maintenant un an. Enfin, même plusieurs années d'ailleurs. Y compris... Je vous rappelle qu'au soir des élections législatives, la dernière, le RN était donné vainqueur jusqu'à ce que ça soit des résultats sortis des urnes. Évidemment, on est très loin. Évidemment, avant le second tour, il y a un premier tour. Voilà. Mais je suis sûr que vous avez vu le chiffre, vous avez forcément regardé le chiffre de Jean-Luc Mélenchon face à Jordan Bardella au second tour, battu à 70% par Jordan Bardella. Est-ce que finalement ça donne pas raison à Olivier Faure, le patron du PS, quand il dit qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon est devenu un boulet pour la gauche? M. Glucksmann était battu à 60%, M. Bardella. Vous, c'est 70. Vous avez remarqué? Oui. Non mais d'accord, vous avez remarqué. C'est même 72,5. Vous avez remarqué que M. Retailleau est battu à 60%. Oui, c'est pour ça que j'ai bien dit. Mais c'est intéressant de dire ça. Celui qui réalise le moins bon score face au RN. Pour moi, ces sondages n'ont pas de valeur. Mais je vais vous dire ce qui m'intéresse là-dedans. Oui. C'est que on explique si c'est Jean-Luc Mélenchon, M. Glucksmann, M. Faure nous disent qu'il n'a aucune chance. J'observe que M. Glucksmann n'a aucune chance. Il est écrasé, selon le sondage. Hein. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est selon le sondage. Et moi, j'ai tendance à penser que quand M. Glucksmann, par exemple, explique que jamais d'alliance avec LFI, même au deuxième tour, il envoie un message comme quoi il ne pense pas être au deuxième tour ou il ne pense pas jouer pour la victoire. Parce que vous adressez un message comme ça... L'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. C'est devant les tribunaux que doivent être traduits les antisémites. S'il y en a, qu'ils le soient, et nous vous serons à vos côtés. Madame Simonet, je vous parle. Je vous précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle. Monsieur le député, vous m'avez adressé une lettre particulièrement puérile. Je me vois contrainte de prononcer un rappel à l'ordre parce que vous avez utilisé à la tribune le mot xénophobe à l'égard d'un parti politique. Et je pèse mes mots, puéril. Ouais, mais on va pas s'en sortir. Donc vous n'avez pas à vous mettre en grève comme vous avez pu me l'exprimer en réaction à l'action du gouvernement.
Réfléchissez un peu, mon cher collègue. Oui, Je conclus. il y a 35 secondes, vous auriez dû conclure, mon cher collègue. Merci beaucoup. C'est accordé avec la faiblesse. Mais mettez-vous à la place d'un de nos compatriotes qui aurait eu le courage de suivre nos débats jusqu'à cette heure tardive de la nuit et qui nous voit avoir des débats interminables. C'est insupportable qu'à chaque fois qu'on parle, il y ait un brouhaha à ce point, et notamment des claquements de pupitre comme vous le faites actuellement. Je vous prie de bien vouloir écouter.